Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de lancement du projet ESPER. Nous allons commencer de suite, il est 15 heures et tout le monde est en train de se connecter. Nous allons parler pendant à peu près 1 heure et demie, tout au long de diverses interventions, des problématiques assez particulières et assez diverses liées à la reconnexion des activités d'élevage sur les exploitations en production végétale spécialisée. Nous aborderons notamment la viticulture, l'arboriculture. Le projet ESPER s'intéresse plus largement à d'autres productions, mais je tiens à le préciser, ne concerne pas les activités de grande culture. Aujourd'hui, dans le temps du webinaire, nous allons aborder trois projets, les principaux enseignements et les principaux livrables issus de ces projets. Voilà, pendant 1 heure et demie. Avant de commencer, je vous précise effectivement que nous ne pouvons pas vous donner la possibilité d'intervenir en direct. Nous sommes trop nombreux, donc les microphones, les caméras sont coupés. Par contre, je vous invite vivement à ouvrir le volet conversation pour pouvoir, si vous le souhaitez, intervenir en envoyant des messages, des questions, des réactions. Vous serez aussi sollicité durant ce webinaire pour répondre à un certain nombre de sondages via ce volet conversation. Et enfin, pour vous dire que ce webinaire est enregistré et sera par la suite donc mis à disposition pour possible revisionnage dans le futur. Voilà, nous allons commencer de suite et je vais passer la parole à Mélanie Goujon de la Chambre d'agriculture régionale Pays de Loire, pilote du projet ESPER. Merci Sylvain. Je me présente, Mélanie Goujon, je suis chargée de mission recherche et innovation. Ah mince, je suis sûre que ça n'a pas marché cette fois. Je recommence. Mélanie Goujon, chargée de mission recherche et innovation à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je pilote le projet ESPER dans le cadre duquel nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors ESPER, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est financé par le CASDAR et dont le nom complet que vous voyez à l'écran est Élevage et végétal spécialisé, des ressources pour une reconnexion. Plus précisément, c'est un projet de diffusion. Nous n'allons pas mener de nouvelles expérimentations ni créer de nouvelles données, mais les diffuser, mettre des ressources, des outils existants ou créés dans le cadre du projet à disposition. Diffuser en direction de qui? Des agriculteurs en végétal spécialisé, soit arboriculture, viticulture, mais aussi maraîchage et PAM, et aussi des conseillers et techniciens qui les accompagnent. Donc, ces agriculteurs souhaiteraient réintroduire des animaux sur leurs exploitations. Il peut s'agir de toutes les espèces, même si en majorité on retrouve les moutons. Et ils les introduisent soit via la création d'un atelier sur leur exploitation, soit via un partenariat avec un éleveur qui amène ces animaux sur leur terre. Pourquoi avons-nous travaillé sur cette thématique? Eh bien, c'est une thématique aux multiples enjeux. Je vous en ai listé quelques-uns dans la diapositive que vous voyez. Donc, on retrouve des enjeux techniques, mais aussi économiques, sociaux et environnementaux, et des questions extrêmement variées. Ça va de la gestion de l'enherbement, comment gérer l'enherbement à l'aide d'animaux. Ces animaux ont-ils une action prophylactique contre les ravageurs? Quel investissement de départ? Est-ce que cela préserve les sols? Quelles compétences à acquérir pour faire cette pratique? Vous voyez, des questions extrêmement variées. Et ces enjeux, ou tout de moins certains d'entre eux, ont été traités dans des projets comme les trois dont on parlera aujourd'hui. Mais avant de se pencher sur ces trois projets, encore quelques mots sur ESPER. Tout d'abord, sur les objectifs du projet. On en a défini 5 lorsqu'on l'a rédigé. Le premier, de capitaliser les expérimentations, les ressources et les outils qui existent déjà pour les mettre à disposition. De clarifier les modalités de mise en place et les clés de réussite pour garantir aux éleveurs qui voudraient se lancer les meilleures chances. De déconstruire les idées reçues sur les intérêts et les limites de ces pratiques, mais également de faciliter l'accompagnement par le conseiller et de transférer les productions, tout ce que nous allons réaliser au niveau national, afin que ça serve à un maximum de monde. Et quelles seront ces productions? On prévoit de nombreux livrables qui seront tous localisés sur la plateforme GECO, que vous connaissez peut-être, sur laquelle un espace ressources dédié à la question du lien élevage végétal va être créé.
Donc, nous avons beaucoup de témoignages collectés. On prévoit une trentaine de fiches témoignages, mais également des podcasts et des vidéos. Au niveau des outils de mise en relation entre éleveurs et agriculteurs, un tableur qui caractériserait les différentes ressources, ainsi que des supports pédagogiques et un petit annuaire pour trouver les contacts. Des fiches et des guides, un guide biosécurité, des fiches techniques qui explicitent certaines pratiques et des webinaires. Le webinaire d'ouverture qui a lieu en ce moment. Et en fin de projet, donc au printemps prochain, des webinaires par filière pour présenter nos travaux. Je parle de fin de projet, mais quel est le calendrier de ce projet? Il vient de démarrer en janvier 2024. Des enquêtes sont en cours. Ce premier webinaire a lieu et nous commençons à travailler sur la constitution de l'espace ressources, la création des outils et des ressources que l'on diffusera par la suite et à collecter les témoignages. Au printemps prochain, des webinaires de résultats présenteront le résultat de nos travaux et le projet se terminera en juin. C'est une durée de 18 mois. Un dernier mot sur le partenariat du projet, une dernière diapositive. Le projet est piloté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et il rassemble de nombreuses chambres d'agriculture. Vous voyez sur la carte tout l'ouest de la France ainsi que le sud. Des chambres régionales mais aussi départementales, ainsi que des instituts techniques, l'ITAVI, l'IDEL et l'ITAB, et aussi une participation de l'INRAE et de l'ACTA. Et je rappelle que ce projet est financé par le CASDAR. Aujourd'hui, on va se centrer sur 3 projets majeurs de la reconnexion entre végétal spécialisé et élevage. Brebis Link, Dépasse et Vitipasto. Vous voyez leur localisation à l'écran et je vais laisser mes collègues qui ont travaillé sur ces différents projets se présenter et présenter les projets. Merci à vous. Merci à tous pour ce petit tour de table des différents intervenants qui vont aborder par la suite les principaux résultats et revenir sur les livrables des différents projets. Donc, on va commencer de suite. La présentation sera organisée en 3 principales parties. On va d'abord aborder les problématiques, les services liés aux surfaces en production végétale. Ensuite, nous reviendrons dans une deuxième partie sur le pendant animal du partenariat ou du projet, et notamment pour revenir sur certaines notions plus particulières liées aux activités d'élevage. Et enfin, nous reviendrons dans une troisième partie en fin de webinaire sur les parties plus concrètes et plus pratiques sur le comment on met en œuvre et on développe ces pratiques de reconnexion d'activités d'élevage sur les productions végétales spécialisées. Dans un premier temps, je vous propose de répondre à un petit sondage concernant les participants. Nous souhaiterions savoir effectivement si vous êtes plus particulièrement intéressé ou concerné par une production végétale en particulier. Le résultat du sondage montre effectivement une majorité des participants est plutôt concerné par la viticulture, suivi ensuite par l'arboriculture avec à peu près un participant sur 5 et ensuite le maraîchage pour en tout cas les productions connues. Et ensuite, il y a un quart quand même des participants qui sont concernés par d'autres productions. Merci à tous pour vos réponses. Et on va commencer donc la partie végétale. Donc, on va revenir au travers des différents résultats et livrables des projets sur notamment la question qui vient souvent en premier lieu, qui est celle de la gestion d'un herbement et comment effectivement les animaux vont être en capacité de gérer par le pâturage la problématique de l'enherbement, les principales conséquences sur les économies, notamment de travaux et de travail, la modification des flores, de l'entomofaune observée, et aussi tout ce qui est lié aussi aux résultats sur le sol liés au passage des animaux. Et enfin, nous reviendrons assez longuement sur les enseignements des différents projets, sur l'impact du pâturage des surfaces, sur les maladies, les ravageurs. Et je te laisse la parole.
Alors, dans le cadre du projet BrebisLink, donc le projet BrebisLink, c'était un projet qui s'est terminé il y a déjà 2 ans et qui concernait donc tout ce qui était pâturage des surfaces dites additionnelles. Donc, quand on parle de surfaces additionnelles, c'est toutes les surfaces qui sont au-delà de la surface fourragère, donc des prairies essentiellement de l'éleveur. Donc, ça concerne les vignes, les vergers, mais aussi les intercultures, les surfaces en déprise, les zones boisées, voilà, tout ce qui est au-delà des prairies. Ce projet, donc, concernait essentiellement le Grand Sud-Ouest et nous a permis de travailler sur plusieurs sujets techniques, mais aussi socio-économiques. Alors, un des premiers sujets abordés, c'était la faisabilité de faire passer des animaux dans des surfaces cultivées, notamment en vignes et vergers. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on a montré via des enquêtes, mais aussi des essais démonstratifs sur des lycées agricoles ou des sites d'expérimentation, on a montré que les animaux entretenaient bien, notamment donc le pâturage ovin, entretenait bien ces surfaces. Et on avait même un pâturage qui allait jusque sous le rang des arbres ou des vignes, ce qui est un intérêt fort puisque ça évite donc des passages de machines spécifiques ou du désherbage chimique. Donc, comme vous pouvez le voir, la photo des vignes où on a un pâturage sous le rang et sur l'interrang. Et on a même là, alors c'est très spécifique comme photo, très spécial parce qu'on a eu là dans ces vignes dans le Bordelais un pâturage qui avec un effeuillage. Donc les brebis ont même pâturé les feuilles sans toucher aux grappes qui sont encore vertes pour que la lumière, qui est plus accès à la lumière pour les grappes. En verger palissé, c'est faisable aussi. Les brebis passent sous les structures sans problème et pâturent partout, donc interrang et sous le rang. Et alors, dans les vergers de noyeraies, par exemple, on n'a aussi pas de problème particulier où sous les pruniers, tout se passe très bien. Voilà. Alors pour le projet Dépasse, qui est un projet qui s'intéressait autant au pâturage ovin qu'au pâturage de volaille, il était un peu plus réduit que BrebisLink parce qu'il s'intéressait plus particulièrement aux cultures fruitières et donc à la combinaison élevage et culture fruitière en région PACA. Donc sur les dimensions techniques qui ont été travaillées dans le projet, nous avons aussi voulu apprécier l'impact des animaux sur le couvert enherbé. Et donc pour les poules, et donc relativiser un peu le propos de Camille, avec des poules, ça peut être un peu plus compliqué de gérer l'enherbement, comme vous pouvez le voir sur certaines de ces photos, car par leur grattage du sol, on peut constater un impact relativement négatif sur l'enherbement, sur la photo de gauche en haut, et sur la photo de haut en droite, c'est une zone qui était préférentiellement grattée aux abords de l'abri de poules, ce qui explique qu'il peut être nécessaire de réfléchir à déplacer l'ensemble du poulailler, donc avec des poulaillers mobiles, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, afin de gérer aussi l'impact des poules sur la strate herbacée et avoir un impact, une gestion par les animaux sans atteindre la dégradation. Sur la photo en bas à gauche, par contre, on peut voir aussi dans dans une situation un peu différente que, avec un chargement plus réduit de poules et une période de forte croissance de l'herbe, les poules peuvent aussi ne pas réussir à gérer l'enherbement et ça va être d'une certaine manière exacerbé, par une pousse forte de l'herbe qui va faire comme une sorte de barrière et réduire l'exploration des parcelles par les poules, ce qui pourra nécessiter dans certaines situations un complément mécanique pour retrouver une situation permettant aux animaux de se déplacer dans de bonnes conditions.
Alors, par rapport au pâturage au vin en verger, ce qu'on a constaté au niveau technique et économique du côté des arboriculteurs, c'est un décalage ou une économie de travaux. Donc, en verger, ça correspond, alors sur des pommiers, ça correspond à 1 ou 2 broyages en moins entre la cueillette des pommes et la reprise de végétation. Alors, ce qui correspond pour un hectare de verger pâturé, c'est environ 50 à 100 euros d'économie hectare. Donc là, c'est main-d'œuvre jusqu'à l'amortissement du matériel, tout compris. Ce qui correspond à l'équivalent de 6 heures de travail de broyage en moins. Sous noyer, ça peut être plus. Alors voilà, en moyenne, c'est 2 à 3 broyages en moins sous noyer. Parfois, on a des nuciculteurs qui ont leur propre troupeau ovine et qui font qu'un broyage par an. En vigne, alors, c'est pas obligatoirement du broyage en moins, c'est surtout un décalage du premier passage en sortie d'hiver pour travailler le sol. Déjà, on a une herbe qui est plus rase parce que les animaux sont passés, donc c'est plus facile. Et on passe souvent 3 semaines à 1 mois plus tard. Et en plus, ça va permettre de diluer la charge de travail qui suit sur les mois suivants, quoi. Donc voilà pour la verger et vigne au niveau travail. Alors après, on s'est aperçu aussi que le pâturage, il améliore, donc non seulement les brebis entretiennent, mais en plus, elles améliorent la qualité de l'enherbement. On a souvent un couvert qui va se densifier, donc qui va, à force de pâturer, voilà, les graminées vont aller. Et on a aussi, comme on est souvent sur une herbe rase, les légumineuses vont avoir plus accès à la lumière. On a des phénomènes de compétition différents. Et donc, une augmentation des légumineuses, on le voit après derrière sur les valeurs alimentaires qui vont augmenter, puisque vous pouvez le voir dans le tableau, en matière azotée totale, en zone pâturée, on passe de 16% sur une zone non pâturée à 21% sur une zone pâturée. Donc, ce n'est pas négligeable. On s'est aperçu donc dans le cadre d'un essai dans les vignes où on a eu entre 2 saisons de pâturage. Donc, il y a eu une première année où il y a eu un pâturage hivernal pendant au total une quinzaine de jours. Et on a refait une observation de flore. Donc, on avait fait une première observation de flore avant pâturage. On a fait une seconde observation après pâturage la saison suivante. Et on avait donc 30% de légumineuses en plus suite à ce pâturage. Alors, comme je vous le disais, l'intérêt aussi, c'est que comme les brebis, quand elles pâturent régulièrement, on a une densification du couvert, ce qui fait que le sol va être protégé. On a une amélioration souvent de la structure du sol parce que les brebis, même si on peut penser qu'il peut y avoir des problèmes de piétinement, on s'aperçoit quand même que les faibles potentiels problèmes de piétinement sont compensés par cette protection du sol par le couvert. Et puis, ça reste quand même moins impactant que des passages de tracteur. Donc, on a fait des tests bêches sur des vergers qui étaient avec des zones pâturées et non pâturées. On n'a rien vu de particulièrement problématique en zone pâturée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment, c'est toujours une question de conduite du pâturage. Donc, si on laisse de manière trop prolongée des animaux sur une zone donnée, donc plus de 15 jours, 3 semaines, au bout d'un moment, ils vont avoir des zones de préférence, notamment sous les arbres, et ils vont, donc on dit chômer ou voilà, rester sous ces arbres, et là, on peut avoir des problèmes. Donc, c'est une question de gestion du pâturage qui permet d'éviter ces risques de tassement. Donc, si on se penche maintenant sur les résultats du projet Vitipasto,
Donc, au niveau des aspects viticoles et sols, on avait un corpus en fait de 24 parcelles qui étaient dans le dispositif expérimental, menées en bio ou menées en conventionnel, pâturées depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans en fait. Donc, on avait, et sur 3 terroirs différents, bien différenciés, des sols argilo-calcaires assez profonds, des arènes, des schistes et des grès. L'idée, c'était de voir justement si on avait à la fois une différence suivant les modes d'entretien et les terroirs. Donc, puisque ça, on a fait des phospédos, des analyses de sol, inventaire botanique, inventaire entomologique. On n'a pas de différence au niveau des sols, pas de différence de tassement, pas de différence de matière organique. Au niveau de l'inventaire botanique des parcelles, les résultats regroupent ce qu'a pu dire Camille et les résultats qu'on observe en général, c'est-à-dire que plus la parcelle est pâturée depuis longtemps, plus on a un couvert où il y a des légumineuses. Et enfin, au niveau de l'inventaire entomologique, on s'est aperçu que les insectes sont plus nombreux et appartiennent à plus d'espèces différentes dans les parcelles qui sont pâturées. Et on n'a pas du coup observé d'effets négatifs. Par rapport à ce que dit Camille, un bémol, c'est que sur le sud-est et sur les régions très soumises au stress climatique, on ne peut bien souvent pâturer qu'une fois dans les vignes. Voire certaines années pas du tout, d'accord, parce que la ressource n'est pas suffisante. Ensuite, on a observé la même dérive vers la présence de davantage de légumineuses sur les parcelles qui sont pâturées. On a fait en complément, en fait, par rapport au protocole qui était dans le projet Brebis-Ligne, nous, un inventaire entomologique et en fait, on s'est aperçu que statistiquement, on avait plus d'insectes, notamment diptères et hyménoptères, sur les parcelles pâturées. Enfin, juste un point important, c'est quand Camille précisait qu'en sortie d'hiver, en fait, quand on fait pâturer des vignes, ben, on n'a pas forcément à se préoccuper de travailler le sol et de décavaillonner. Ça permet à certains vignerons de tailler plus tard, en fait, d'étaler leur campagne de taille sur un temps qui avance davantage dans le printemps, puisqu'on va dire que le côté sol, il s'en occupe moins. Et du coup, par rapport à la problématique du gel de printemps qui devient récurrente, en fait, avec le dérèglement climatique, ça leur permet, on va dire, de souffler un peu côté sol et de mieux structurer leur chantier de taille pour essayer de passer, donc de les retarder au maximum pour essayer de passer à travers ces risques de gel de printemps. Alors, on a travaillé aussi sur tout ce qui était impact maladie sur les végétaux. Est-ce que le fait de faire pâturer des brebis dans des vergers permettait de réduire la pression sanitaire? Alors, dans Brebis-Link, on n'a rien vu de particulier, même s'il y a des retours positifs d'arboriculteurs. Donc, rien au niveau numérique, quoi, hein, observation sur la tavelure, sur les attaques de mildiou, oïdium et black rot en vigne. Voilà. Alors sur DEPAS, donc effectivement le volet expérimental et la recherche de mesures permettant d'identifier l'impact des animaux sur les bioagresseurs était un volet important, et notamment donc dans le cadre d'essais avec des poules pondeuses sous pommier, où là dans un dispositif très particulier sous halte carpeau qui formait un peu une sorte de volière qui permettait aux poules d'aller jusqu'au pied des pommiers et éventuellement impacter les carpocaps dans la zone. On a pu avoir des résultats significatifs au niveau des dégâts à la récolte. Donc là, notamment, c'est sur la variété Rainette Grise du Canada, où des arbres sans aucune protection, ni filet, ni poule, ni traitement, avaient des dégâts très importants, presque 100% des fruits piqués. Pour rappel, on est sur Avignon et donc avec une très forte pression carpocaps. Alors que les pommiers qui étaient sous filet, sans poule, avaient quand même plus de 50% des fruits piqués, et dès lors qu'on a rajouté les poules sur la période de en pâturage continu, on a pu faire baisser les dégâts à moins de 25% de fruits piqués. Donc ça, ces résultats sont issus d'une expérimentation sous filet. L'idée était vraiment de mesurer l'effet des poules au pied des pommiers. Toute la question va se poser dès lors qu'on va enlever les filets, enfin, ou dans des parcelles sans filet, pour voir s'il y a des transferts de population issus des parcelles avoisinantes et vérifier si les résultats sont aussi intéressants en conditions naturelles. Voilà pour Carpocaps. Sylvain ? Diapo suivante.
Et sur Campagnol, donc là, c'est aussi une problématique importante en verger, avec dégâts sur système racinaire. Et donc sur un site avec un pâturage assez intense de près de 200 poules par hectare, on a pu observer quand même un impact intéressant, plutôt des tendances, sur une réduction du nombre de tumulus, signe que les populations de Campagnol ne sont plus présents, et notamment sur les périodes automne-hiver, qui sont les périodes de pic de reproduction des campagnols, ce qui signifie qu'on était plutôt intéressé par ces résultats. Après, quid de l'effet de la durée, qui, dès lors que les poules vont quitter la parcelle, vont laisser place au retour des campagnols. Mais en tout cas, dès lors que les poules sont présentes, on a visiblement un effet intéressant sur une perturbation des campagnols. Alors, concernant tout ce qui est dégâts potentiels sur les arbres et ceps de vigne, alors sur les ceps, pas de souci, en dehors évidemment du feuillage, les brebis sont très friandes. Alors sur les arbres, on avait fait des comptages au lycée agricole de Saint-Thierry en Haute-Vienne et on était sur une présence d'animaux supérieure à 8 jours. On avait eu moins de 1% des arbres qui avaient des traces d'attaque. Et finalement, alors ça avait fait peur en première année au chef de culture et en deuxième année, il s'était fait une raison, entre guillemets, et il s'était dit, bah, finalement, la prise de risque de mes 1%, j'y gagne finalement avec l'entretien de mes vergers et toute la corde des effets bénéfiques. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est privilégier plutôt un chargement élevé sur un temps court. Ça, c'est vraiment une chose importante. Avec, si on peut, hein, ça dépend des systèmes, mais des parcs de nuit hors verger. Et bien entendu aussi, éviter pour les éleveurs de faire une complémentation sur la parcelle. Parce que quand ils débutent cette pratique, des fois, ils ont peur que la brebis n'ait pas assez à manger. Donc, on lui met des auges. Et donc, elle va stagner à un endroit autour des auges et elle va finir par s'intéresser aux arbres. Alors, on avait dans BrobiLink fait un document que vous trouverez en ligne sur les différents types de protection et consignes pour protéger donc les troncs et puis protéger aussi tout ce qui est système d'irrigation avec voilà, des suspensions au moins à 80 cm. Et au niveau des protections des arbres, bah, vous avez différentes photos où il y a plus ou moins des bricolages, mais avec des piquets d'Ursus, avec des tubex, avec même de l'électrique sur des lignes. Des choses plus ou moins voilà, faciles ou difficiles à mettre en œuvre. Mais il y a des solutions voilà, pour protéger les jeunes arbres. Merci pour cette première partie où on a balayé un peu la diversité des résultats qui ont pu ressortir ces différents projets sur la partie végétale. L'idée de cette seconde partie, ça sera de faire le pendant animal. Donc, on va aborder durant cette partie, effectivement, comment ça se passe du côté des animaux, de la satisfaction de leurs besoins en termes d'alimentation, de bien-être, les risques sanitaires, etc. Mais avant de commencer, on va refaire un petit sondage, si ça ne vous dérange pas, qui fait le pendant du premier. Mais cette fois-ci, on s'intéresse plutôt à l'espèce à laquelle vous intéressez plus particulièrement dans le cadre de votre présence et de votre inscription à ce webinaire. A few inches later. Assez équilibré, on va ressortir quand même les grands classiques et notamment les cheptels ovins. Désolé pour ceux qui s'intéressaient plus particulièrement aux porcins, effectivement. Aujourd'hui, vous allez devoir vous contenter des éléments plutôt côté volaille et ovins, mais ça va vous permettre peut-être d'avoir quelques idées. Et effectivement, les résultats de travaux plus spécifiques sur les porcins seront, j'imagine, intégrés dans les rendus et le résultat du projet ESPER. Il reste encore quelques personnes qui n'ont pas répondu. Et on va continuer et commencer les éléments sur la partie animale. Par BrobiLink. Oui, alors dans le cadre du projet, on avait fait des valeurs alimentaires sur différents types de surfaces.
en vigne ou sous pommier. Vous avez 2 exemples là sur la diapo, sachant que bon, ça reste des exemples, c'est pas des moyennes, mais en fait, on est sur une herbe. Là, c'est une herbe d'hiver, et en fait, c'est les mêmes conclusions que sur prairie. Généralement, on déprécie pas mal l'herbe d'hiver ou l'herbe d'automne, alors que souvent, c'est une herbe qui est essentiellement feuillue, finalement, avec peu de tiges. Et comme la valeur alimentaire est dans les feuilles, eh bien, on se retrouve, même si c'est riche en eau, on se retrouve avec des valeurs alimentaires intéressantes. Et vous pouvez le voir, on est sur environ presque, enfin 0,88 là dans les vignes UFL. Alors vous voyez, c'est une végétation fine, la graminée assez fine, donc c'est un peu logique aussi, c'est pas une graminée à forte valeur pastorale. Mais en PDI, on est à voilà 136 dans les vignes, 135 sous pommier, donc c'est pas négligeable. Au printemps, on peut atteindre 200 grammes de PDI, mais bon, 135, c'est très bon. Donc, c'est l'équivalent d'un concentré, en fait, d'un aliment concentré pour les animaux. Donc, voilà, c'est même en hiver, hein, une alimentation riche dans les vergers et les vignes. Pour rebondir sur ce que dit Camille, je vous présente donc des diagrammes qui sont liés au pâturage donc dans les vignes. Vous voyez donc c'est le profil pastoral en fait en fonction de l'année, hein, de janvier à décembre, et on voit donc nous ça va être pour la partie sud-est essentiellement donc des couverts de l'enherbement naturel. Et on voit en fait que cette ressource complémentaire, notamment en sortie d'hiver, ça peut atteindre jusqu'à, on va dire, 30-40% de l'alimentation des brebis, quoi. Ça va vraiment dépendre de notre régime des pluies, en fait, et du moment où ce couvert va réussir à pousser. Si on a des pluies, on va dire, après équinoxe qui sont satisfaisantes, on peut avoir des passages précoces et donc un complément qui est vraiment significatif. Certaines années pour nous où justement il ne pleut pas, et ça nous est arrivé entre 2017 et 2018 en fait, c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus complexe. Donc, mais imaginons, soyons optimistes, qu'on soit sur une année climatique normale avec des pluies bien réparties. C'est une contribution qui est très importante aux ressources. Une chose qui est indispensable, et notamment dans ces contextes où en fait on a des à-coups climatiques, c'est d'avoir en fait des ressources, des surfaces complémentaires type oliveraie, type maquis, garrigue, campasse, on va dire, ou même parcelles au repos qui seraient enherbées pour permettre en fait à ce système d'être viable. Ça permet en fait d'être plus résilient et d'encaisser les imprévus en quelque sorte. Ce diagramme, en fait, va illustrer la variabilité dans la ressource. On peut avoir 250 à 280 journées de pâturage par hectare, pardon, et en fait, suivant les endroits, suivant l'historique, suivant l'année climatique, on peut s'apercevoir qu'on a une très forte amplitude de la productivité pastorale qui peut passer tout simplement du simple au double, donc suivant l'année et suivant le terroir. Excuse-moi, Garance, j'ai fait une petite coquille quand j'ai repris tes notes, c'est de 250 à 480. Oui, ben, j'aurais pu m'en rendre compte. On le voit bien en plus sur le graphique. Toutes mes excuses. Alors, sur le bien-être animal, donc parler de bien-être animal, c'est pas toujours évident parce qu'on a toujours du mal à le mesurer. Et pour le mesurer, il faut des outils, des équipements quand même qui coûteux et qui demandent du travail de suivi. On a fait quand même des observations comportement dans le cadre du projet BrebisLink. On a toutes les conclusions sur des observations d'animaux avant et après passage sur tout type de culture. On n'avait pas de problème sur une batterie de critères qui sont l'humidité de la laine, les écoulements nasaux, etc. Donc, pas de souci particulier. Ce qu'on peut dire, c'est plutôt des aspects bénéfiques qui sont de l'ombre en été pour les animaux et puis une herbe verte généralement parce qu'on peut se retrouver sur des surfaces irriguées.
C'est aussi, donc comme voilà, je le disais, pas de problème spécifique sur les boiteries, pas d'effet sur les maladies respiratoires, sur l'état corporel. Et puis des animaux qui ont un comportement assez classique, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur la parcelle, ils vont la découvrir, donc ils vont faire le tour de la parcelle généralement, ou bien si c'est une parcelle avec des rangs pas faciles comme en vigne ou en verger palissé pour passer, donc ils prennent les rangs au départ, ils vont jusqu'au bout, ils font des demi-tours, voilà, mais ils vont circuler partout pour voir les limites. Et puis après, petit à petit, alors ils sont un peu regroupés au départ, puis petit à petit, ils vont s'étaler sur la parcelle quand ils se l'approprient. Donc on est vraiment sur un comportement animal assez classique de découverte de parcelles. Alors par contre, en volaille, on a été confronté à certains cas où du fait qu'on soit sur des parcelles de vergers qui sont éloignées des habitations et, et qu'on soit aussi sur des petits effectifs, on peut avoir aussi quelques problèmes au niveau du respect des 5 libertés du bien-être animal. Euh, pardon. C'est ça en fait qu'il faut un peu rappeler, c'est que lorsqu'on introduit les animaux dans les vergers, il faut bien tenir compte d'essayer de respecter les 5 libertés du bien-être des animaux. Donc si on prend un peu les 5 piliers on a sur l'absence de faim et de soif, donc c'est assurer l'alimentation et l'abreuvement de qualité. Donc ça derrière, c'est-à-dire essayer d'avoir une eau qui respecte les règles de potabilité. Et puis l'alimentation, ne pas sous-nourrir les volailles puisqu'on dit que, enfin pour les encourager à explorer le verger, il faut pas quand même veiller à ne pas trop sous-alimenter. On a aussi également l'environnement approprié pour protéger les animaux contre la prédation. Pour les maladies, donc c'est veiller à implanter des mesures de biosécurité et puis également isoler les animaux pendant les traitements sur le verger. Donc pareil pour le parallèle-stress, c'est isoler les animaux lors des opérations, par exemple de taille sur le verger. Et du coup, une des principales préconisations qu'on a par rapport à l'association des poules et des vergers, c'est bien de mettre en place une parcelle de repli pour pouvoir vraiment isoler les volailles lors de toutes les opérations, que ce soit traitement ou alors entretien du verger. Donc ces parcelles de repli, ça peut être mis en place simplement avec des filets amovibles, hein. Mais voilà, il faut bien y penser et bien isoler ces animaux lors de toutes ces opérations-là. Alors je vais aborder un petit sujet parce qu'il ne faut pas que ça fasse peur. C'est la présence éventuelle de mycotoxines. Dans Brobilink, on a travaillé avec l'école vétérinaire de Toulouse et un enseignant qui était spécialisé sur tout ce qui était mycotoxines notamment, et qui nous a appris que dans les variétés spécifiques pour l'enherbement des vergers, donc ces variétés qui sont plutôt des variétés engazonnantes, on pouvait avoir la présence de moisissures endophytes toxinogènes, voilà le terme exact. Et ces moisissures peuvent se trouver spécialement sur les raies gras ou sur les fétuques notamment. Donc on a l'association Regra lolitrem ou ergovaline et Fétuque ergovaline. Donc, c'est des associations qui font que si l'animal ingère derrière ces mycotoxines, on va avoir des pertes de production, des tremblements, voilà, des soucis sanitaires sur le troupeau. Alors, pour observer ça, on avait fait, dans le cadre du projet, 20 prélèvements pour recherche de mycotoxines dans des vergers et des vignes. Et pour conclure, il n'y avait qu'une parcelle qui était fortement positive et qu'il ne fallait pas faire pâturer. Donc, la conclusion qu'on peut avoir, c'est que ce n'est pas fréquent, mais ça peut exister. Donc, si on a des implantations à faire d'enherbement et qu'on sait qu'il va y avoir du pâturage, de ruminants, il faut éviter les espèces engazonnantes. Alors après, on a travaillé aussi sur les résidus pesticides, pardon. Alors, c'est aussi,
mycotoxines, c'est cher aussi à observer. Donc, voilà, toutes ces mesures, hein, malheureusement, ont un coût important. Donc, à démultiplier, c'est compliqué. Sur les pesticides, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on veut chercher comme molécule? Donc, nous, on a repris les cahiers phyto des surfaces qui ont été analysées pour regarder l'historique et voir quelles molécules rechercher. Donc, en 2019, on a étudié une parcelle de vigne au lycée agricole de l'Abri, une parcelle de verger au lycée de Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne. Alors, vous avez dans le premier tableau, en deuxième colonne, le nombre de molécules dont la teneur était, on va dire, assez significative, donc supérieure à 0,01 mg par kilo. Donc, on avait 6 molécules en vigne. En verger, on en avait une. En vigne, la majoritaire, en plus forte concentration, c'était l'azoxamide. Et en verger, c'était fludioxonil. Donc, après, voilà, on avait encore une cohorte de molécules, mais qui était vraiment à niveau de trace, quoi. Alors après, comment on interprète ces résultats? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les limites maximales de résidus, les LMR, sauf qu'elles sont valables, elles ne sont pas valables pour les animaux, quoi. Donc, c'est quand même compliqué. On a pris, alors vous avez exemple pour la molécule fludioxonil. Dans l'herbe, on avait donc une teneur de 0,045 mg par kilo, alors que dans les pommes, sur la même parcelle, on était à 0,021. Et la LMR pour les pommes, elle est de 5 mg par kilo. Donc, par extrapolation, on s'est dit, si c'est respecté pour les pommes, c'est respecté pour l'herbe, donc on est en dessous du seuil, donc on doit être OK. Mais bon, ça reste des hypothèses. Ce qu'on préconise, c'est donc d'attendre en général 2 à 3 semaines avant de remettre des animaux après un traitement, notamment, on l'a regardé en traitement insecticide sous noyer. Et donc, on a regardé aussi la réduction des molécules et on voyait bien qu'il fallait attendre selon la pluviométrie. Donc, ça reste un peu vague, mais il faut attendre 2 à 3 semaines avant de refaire passer des animaux sur la parcelle. Alors sur la même thématique, dans le cadre du projet DEPASS, il y a une question qui nous a beaucoup occupés, c'est la question de l'intoxication des brebis, le risque d'intoxication des brebis au cuivre. Et donc dans le projet DEPASS, on a mis en place 3 types d'expérimentations sur ce sujet en particulier. La première, notamment, ça a été de faire le tour d'un ensemble de vergers en bio, en conventionnel, des variétés sensibles à la maladie, des variétés RT, des variétés précoces, des variétés tardives, et on a prélevé les enherbements en automne pour essayer de doser tous les reliquats de cuivre potentiels sur ces enherbements pour vérifier dans quelle mesure les brebis qui arrivent souvent en automne dans les vergers couraient un risque ou pas en fonction du seuil qui est donné par les services vétérinaires de 15 mg de cuivre par kilo de matière sèche ingérée. Et globalement, dans l'ensemble des vergers sélectionnés en conditions provençales, on était dans de bonnes conditions par rapport à ce risque. On était sur des valeurs proches ou basses. Le deuxième type d'essai qui a été réalisé, c'est de suivre un troupeau qui venait pâturer en zone verger dans le secteur Basse-Durance et de suivre par prélèvement sanguin des indicateurs qui permettaient d'identifier si les brebis développaient un début d'intoxication au cuivre. Et en suivant des indicateurs sur le foie, en suivant des teneurs en molybdène qui permettent de bloquer l'assimilation du cuivre dans le foie et de permettre aux brebis d'évacuer naturellement le complexe molybdène-cuivre avant qu'il ne se fixe dans le foie. On a pu constater que dans un cadre d'un parcours classique qui passe de parcelles de verger à des prairies ou à des campasses et ainsi de suite, le risque était négligeable, voire nul, en termes de risque d'intoxication des brebis au cuivre dans les conditions d'utilisation du cuivre en Provence. Et le troisième essai qu'on a pu suivre, c'est celui que vous avez
à l'écran. Donc là, c'est la station La Plugère qui a réalisé des applications foliaires de différentes spécialités à base de cuivre, avec les dosages homologués, pour voir le temps qu'il fallait attendre en fonction des conditions pluviométriques pour voir la teneur de cuivre revenir à un seuil bas acceptable pour les brebis. Donc voilà, vous avez en septembre 2019 des teneurs autour des 12-17, et au bout de 3 semaines, 1 mois, on arrivait sur des zones autour des 13 à 30, ce qui ne pose pas réellement de problème, excepté pour un produit qui était beaucoup plus dosé, le chélate de cuivre, pour lequel il aurait fallu attendre plus d'1 mois pour pouvoir retrouver un seuil acceptable vis-à-vis du risque des brebis. Mais globalement, dans la pratique classique, on va dire raisonnable, de cuivre à moins de 2 kg par hectare et par an, le risque est très réduit dans la mesure où on attend, on patiente et on exclut les brebis au moins 4 semaines et 200 millimètres de pluie. Tout ça va dépendre aussi de la pousse de l'herbe. Plus elle va être active, plus la dilution sera importante et moins on courra de risques. Pour Vitipasto. Concrètement, en fait, ce qu'on observe, c'est donc, je reviens à mes conditions sud-est, c'est-à-dire des couverts végétaux qui bien souvent vont pousser doucement et des animaux qui vont plutôt être dans les vignes, on va dire, sur le premier trimestre de l'année qui suit la campagne phyto qui nous intéresse. On peut avoir jusqu'à 6 mois d'écart, en fait, entre le dernier traitement au cuivre et la présence des brebis, donc concrètement dans les parcelles. À ce moment-là, on n'a pas de risque concrètement, d'autant plus qu'on est bien souvent, nous on est limité à 4 kilos, en bio notamment et en conventionnel par hectare et par an. Et lissable, bien évidemment, mais la plupart du temps, conditions sud-est, on passe à des doses de cuivre qui sont bien moindres, d'accord? Donc, pas d'impact du cuivre sur la santé des brebis. Il est déjà 15h53. Donc, tous les éléments que je viens de vous évoquer, vous les retrouvez dans cette fiche qui est spécifique à la question du cuivre dans le cadre du projet DEPAS. Pour l'introduction de volailles, en fait, on a une réglementation biosécurité qui doit être appliquée dès lorsqu'on a en fait une volaille sur une exploitation agricole. Cependant, on peut avoir plus ou moins de contrôle en fonction du nombre de volailles qu'on a et si on commercialise ou non les produits. Donc, vous avez 3 cas différents. Si on a moins de 50 volailles et qu'on ne commercialise pas les produits, en fait, c'est considéré comme une basse-cour, donc on a un nombre réduit de mesures à prendre. Entre 50 et 250, on doit appliquer la réglementation biosécurité complète, dont la formation de l'exploitant agricole. Et pour 250 volailles, plus de 250 volailles, on aura en plus les contrôles salmonelles qui vont s'ajouter à tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, cependant, il faut quand même garder en tête aussi que ces mesures peuvent être... Enfin, il peut y avoir plus de mesures à prendre dès lors qu'on passe à un niveau de risque influenza qui est plus élevé, notamment avec des contraintes de claustration, de parcours réduit ou de mise de filet pour la protection contre la faune sauvage. Donc on a dans la fiche qu'on va vous présenter tout à l'heure, là sur l'association des volailles en verger, on a identifié un certain nombre de points qui peuvent être un peu plus problématiques que d'autres du fait de cette association qui sont listés un petit peu ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez ça quand on vous enverra le support le PowerPoint du webinaire. Un autre point qui est souvent soulevé, c'est les problèmes de prédation qu'on peut avoir, notamment aussi du fait que de l'isolement des parcelles de verger. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Alors c'est vrai que pour les prédateurs volants, ça peut être, il y a des moyens de lutte, mais c'est quand même plus difficile à gérer. Par contre, pour la prédation terrestre, donc tout ce qui est chien errant ou renard, il y a des solutions qui existent. Donc faut bien veiller à avoir une clôture qui est électrifiée. Donc la partie électrifiée, c'est ça qui peut poser des fois problème. Donc avec une batterie qui est chargée, de l'herbe limitée sous la clôture, donc vraiment un entretien qui est régulier.
Et puis évidemment avoir des trappes dans les abris qui se ferment la nuit pour, voilà, pour protéger les animaux, à minima la nuit. Merci pour toutes ces interventions. Rapidement, avant d'enchaîner, ce petit graphique, je vais vous l'expliquer, il récapitule un peu l'ensemble des livrables dans lequel il est possible de retrouver tous les éléments qui viennent de vous être présentés, pardon. Donc, vous avez au niveau des lignes les cultures concernées. Avec la première ligne, c'est tout ce qui concerne la vigne. La deuxième, l'arbo. Et ensuite, la troisième ligne, c'est, on va dire, multi-surface. La première colonne, c'est tous les livrables qui vont concerner plus spécifiquement les espèces, enfin les ovaires. Et la deuxième, effectivement, les volailles. Donc, vous voyez que à disposition sur les sites dédiés et ensuite, j'espère, sur le futur espace ressources d'Esper, tous ces supports-là, qu'ils soient sous forme de vidéos, de fiches techniques et de guides téléchargeables, mais aussi de webinaires enregistrés avec les diaporamas correspondants. Donc, tous les éléments là qui vous sont présentés aujourd'hui sont par ailleurs effectivement mobilisables au sein de l'ensemble de ces livrables-là. Ce stade du webinaire, on souhaitait vous proposer une petite respiration de 5 minutes sous la forme d'une petite vidéo qu'on vous invite à visionner au moment où je vous parle. Comme on ne va pas pouvoir vous la diffuser via la connexion webinaire parce que ça risque de trop perturber la connexion, je vous propose de suivre le lien que je vais vous mettre dans la conversation. Chacun individuellement sur votre ordinateur pendant à peu près 5 minutes 30. C'est l'occasion de voir récapituler un peu l'ensemble des thématiques sous une autre forme. Et après, on se retrouve donc dans le cadre du webinaire d'ici 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. Donc, bon visionnage à tous. Merci. Pas bouger nomade. Pas bouger nomade, tu restes là. Stark gauche. Allez, Stark gauche. Les vignes et les moutons dans le Var, c'est quelque chose qui sont complètement indissociables, quoi. Tous les domaines avaient des brebis l'hiver pour désherber un peu les vignes, quoi, de manière naturelle. Derrière là-bas, gauche. Allez. Aujourd'hui, on travaille avec la Chambre d'agriculture, avec les vignerons, avec les éleveurs, voulant objectiver l'intérêt du pastoralisme, du pâturage pour la viticulture, dans un but ensuite de développer ce système sur de vastes surfaces. Le premier choix qui a été fait au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est de travailler sur l'enherbement des sols et sur les sols vivants. On travaille en enherbement naturel, ça fait qu'il y a une très grande biodiversité d'espèces. Et je pense que le pâturage favorise et accentue cette diversité. C'est de l'herbe qui est disponible, qui est en plaine. Donc c'est beaucoup plus facile justement de faire manger, d'y aller avec les agneaux. Et si on n'a pas les vignes, on n'a que de la coïne. Et les coïnes ne sont pas assez bonnes pour faire de l'engraissement ou juste pour faire manger les agnolets ou les empoussés, les brebis qui vont mettre bas. Alors, le pâturage, c'est un entretien en fait, de l'enherbement, puisque ça évite de passer avec un broyeur et même notamment au pied des vignes, puisque les brebis elles pâturent toute la surface. Et ça permet de concilier éleveurs et viticulteurs. Ça permet à chacun de trouver sa place. Allez. Ah, ça revient, c'est bon. Dans les vignes, on peut estimer que ça évite au moins un broyage et l'entretien du pied de la vigne. Et sur les contours des parcelles, ça permet de diviser, je pense, par 2 l'entretien des tours de parcelles.
Elles apportent du migon, ce qu'on appelle le migon, c'est tout le fumier qu'elles vont dégager. Ça permet d'apporter de la matière organique animale. Je pense que c'est important par rapport à la vie du sol, à l'activité microbienne du sol. Le risque des vignes, il est nul si on respecte les périodes de végétation. C'est-à-dire que si on ne les met pas quand il y a les feuilles, si on ne les met pas quand ça commence à débourrer, quand les feuilles commencent à arriver, il n'y a aucun risque pour la vigne. Même les brebis, elles ont l'habitude, elles remontent les rangées de vignes. Elles traversent rarement les rangées. Et puis après, elles prennent l'habitude aussi de se baisser pour passer les pieds de vigne. C'est vrai qu'il faut définir un certain nombre de règles avec l'éleveur par rapport à la fréquence, par rapport au mode de conduite du troupeau, c'est-à-dire quand est-ce qu'il viendra, etc., pour que ça marche. C'est plus une entente, oui. C'est une entente. Souvent on s'appelle, on essaie de voir ensemble un peu les périodes qui sont favorables et pour les brebis, que ce soit assez sec pour qu'on puisse mettre les brebis dans les vignes, et pour lui qu'il n'ait pas d'intervention à faire à ce moment-là. Il y a de la taille qui se fait, il y a des passages aussi en traitement mécanique de l'herbe. Du coup, c'est vrai qu'on fait un peu des allers-retours. Ce qui est important, c'est d'avoir d'autres parcelles qui sont souvent des parcelles de bois, parce que comme on le voit ici, dans notre région, on a la chance d'avoir beaucoup de parcelles boisées ou d'autres parcelles qui ne sont pas cultivées aux alentours, pour que l'éleveur puisse mettre ses brebis quand il y a des fortes pluies, surtout quand ça dure assez longtemps. Avec les viticulteurs, c'est donnant-donnant, c'est un échange de services finalement. Nous on est là, ça permet lui d'éviter un passage dans l'hiver pour limiter la pousse de l'herbe. Et nous du coup, c'est de l'herbe disponible sur des parcelles qui ne sont pas normalement valorisables. Aujourd'hui dans le Var, on a à peu près 4000 hectares pâturés. On a un potentiel entre vignes et oliviers de l'ordre de 35 000 hectares. Je ne crois pas me tromper en pensant que dans les 10 ans à venir, on va voir se redéployer le pastoralisme et qu'on aura de vastes surfaces de vignes qui seront à nouveau pâturées. Bon, vous devriez être sur la fin, a priori, pour tout le monde. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de questions qui sont remontées, Mélanie, donc on va peut-être continuer. Je vous propose de continuer là. Il y a eu quelques questions, mais elles ont trouvé leur réponse directement dans la conversation, donc je pense qu'on va peut-être pas en prendre à l'oral en complément. C'est parfait. Donc maintenant, on va attaquer la dernière partie du webinaire sur la partie un peu pratique sur le comment on fait, maintenant qu'on a balayé effectivement un contenu assez important, assez dense sur les éléments techniques liés aux productions végétales, mais aussi aux animaux, et il nous paraissait important de vous sensibiliser à ces aspects-là. Donc cette dernière partie va être plutôt organisée sans forcément rentrer dans tous les détails, mais sur la diversité un peu des livrables liés aussi aux détails des modalités de mise en œuvre de ces nouvelles pratiques, en partant effectivement de la situation de départ, qui est quand même qu'on a des modalités de mise en œuvre très différentes dès lors qu'on est sur un partenariat entre deux parties que sont l'agriculteur en production végétale et l'éleveur, ou la mise en œuvre, la création d'un atelier dans le cadre notamment des volailles sous vervet. Donc les différents et les principaux livrables que l'on va balayer rapidement dans la partie qui vient sont issus donc des 3 projets, mais aussi d'un projet qui est encore en cours, qui est le projet Interagis Plus dont vous parlera Carole tout à l'heure. Donc on va effectivement voir notamment le guide du partenariat, qui est une des grosses productions du projet BrebisLink.
Quelques aspects sur les projets pastoraux pour élargir un peu le point de vue et l'échelle de travail. On reviendra sur la plaquette Vitipasto, qui est la production centrale du projet Vitipasto et qui synthétise en grande partie tout le travail et toutes les propositions en termes de résultats et de méthodes de travail sur ce projet-là, avec un outil qui est assez spécifique, qui est la charte de bonne pratique qui a été proposée. On reviendra sur les aspects contrats ensuite au travers de quelques résultats issus du projet Interagi+. Et on reviendra aussi sur notamment les fiches complètes et les guides assez complets qui ont été produits dans le cadre du projet DEPASS. Pour commencer, le guide partenariat Mobilink. Alors, c'est un guide qui a eu du mal à sortir parce qu'en début de projet, on s'était dit « Ah, il faudra un guide juridique. Voilà, il faut qu'on a des vides juridiques, donc il faut qu'on comble ça. » Sauf que les compétences internes à notre projet, on avait personne de spécialisé sur les aspects juridiques. Et donc, finalement, en discutant avec des éleveurs et producteurs, on s'est aperçu que l'attente principale, c'était un peu un guide de comment on procède pour mettre en place un partenariat, plus que d'avoir des indications juridiques, parce que parfois, ça fait un peu peur, signer des contrats, s'engager. Donc, on est parti sur un document qui liste tous les points d'alerte qu'il faut avoir à chaque étape de mise en place du partenariat. C'est-à-dire, attention, on est des animaux, ils ont des besoins spécifiques, attention au bien-être, et attention, en face, on a des végétales, quelles sont les contraintes, et en face, on a en face, voilà, des êtres humains qui n'ont pas tout à fait le même métier et qui doivent s'organiser entre eux avec chacun leurs contraintes. Donc, il y a les contraintes animales, végétales et des personnes qui doivent travailler ensemble. Donc, ça liste tous ces points d'alerte. Attention, si je fais un traitement, que je prévienne l'autre, etc. Et puis, on a aussi construit ce qu'on dirait une balance pour montrer de chaque côté qu'en fait, on avait un équilibre naturel qui se créait. Et ce document, il se termine par quand même une convention, un modèle de convention qui peut être pris par les producteurs ou éleveurs pour voilà, mettre par écrit et se sécuriser les uns et les autres. Donc voilà ce guide. Alors, il a été complété par un… Oui, tu peux… Voilà. Il a été complété par un autre guide. Là, on s'éloigne un tout petit peu du sujet pâturage de surface cultivée. On est sur du pastoralisme. Donc, on avait écrit ce gros dossier qui est à destination de tous les acteurs qui peuvent être concernés par la mise en œuvre d'un projet de pastoralisme à l'échelle d'un territoire. Et en fait, donc, on vous présente ce document parce qu'il est très lié aussi au pâturage et surfaces cultivées, parce qu'on s'aperçoit que dans certains territoires où on a du pastoralisme qui se met en place, généralement imbriquées dans ces surfaces qui sont non cultivées, on a aussi des surfaces cultivées qui peuvent être pâturées par les animaux qui sont sur les surfaces pastorales. Donc, c'est un tout, en fait. Donc, ce document, il est là pour guider des communes, des éleveurs, des propriétaires de surface pour comment on met en place cette organisation à l'échelle globale sur un territoire. Voilà. Du coup, je reprends les conclusions de Vitipasto. En fait, chez nous, on a donc un historique fort du fait de la complétude en fait, des départements sur la région. C'est-à-dire, historiquement, il y a toujours eu des bergers du nord du Var, du 0,4, voire parfois du 0,5, qui venaient l'hiver pâturer, on va dire, dans des zones qui étaient plus clémentes et où c'était plus simple de maintenir les troupeaux. Et en fait, dans
on va dire, pas dans l'imaginaire, mais dans l'historique, dans les perceptions, que ce soit des viticulteurs ou des bergers, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Concrètement, par exemple, il n'y avait jamais d'échange d'argent. C'était vraiment vécu comme ça. Donc, et ça a été effectif sur des surfaces bien plus importantes que les 4000 hectares dont parlait Pascal Tavot du Serpam, jusque dans les années 60. On avait encore quasiment 150 000 bêtes dans le Var, donc c'était des systèmes qui étaient encore actuels. L'idée, en fait, dans cette plaquette, c'est en fait de rassembler l'ensemble des informations sur la pratique, de parler de sa mise en œuvre, c'est-à-dire analyser les besoins à la fois du berger et du vigneron, du viticulteur, d'envisager un plan de gestion vitipastorale pour articuler les itinéraires techniques de l'un et de l'autre. C'est ce dont parlait en fait le berger et le vigneron dans la petite vidéo que vous avez vue. On revient aussi sur des témoignages et les principales questions que l'un et l'autre, les uns et les autres, peuvent se poser. Je veux bien que tu passes ça. Donc, les points clés de cet échange gagnant-gagnant, puisqu'on va essayer d'éviter les aspects dans le descriptif de cette espèce de charte des bonnes pratiques. Du côté du viticulteur, ce qui vraiment ressort au niveau de nos conditions spécifiques sud-est, j'allais dire, c'est qu'il faut avoir des surfaces additionnelles pour le troupeau, pour avoir ces surfaces de repli. Ensuite, bon, il y a les différents aspects sur le palissage, la fertile, la prétaille, l'abandon des désherbants, puisque on sait qu'il peut y avoir des liens entre avortement des brebis et désherbants, et travailler sur de l'enherbement naturel, spontané, sans travail du sol sur l'interrang, sur l'automne et l'hiver. Du côté éleveur, en fait, on a des temps de séjour et de chargement qui doivent être adaptés à la ressource. On observe qu'on a entre 80 et 100% de l'herbe qui est prélevée. Le pâturage est optimal, donc de la chute des feuilles auprès des bourrements, en sachant que chez nous, souvent, la chute des feuilles, la ressource n'est pas suffisante dans les parcelles viticoles. C'est important qu'il y ait une entrée précautionneuse des brebis dans la parcelle, sur des surfaces dégagées, des espaces libres en bout de rang, ce qu'on appelle communément les tournières, mais il faut que ces tournières soient significatives. Le mode à privilégier pour le berger, c'est la garde s'il y a peu d'herbe, puisqu'en fait, il faut qu'il adopte des solutions de repli facilement si les brebis avancent très vite, si le raclage est rapide, des filets mobiles si l'herbe est suffisante. Et donc, pareil, recours à des surfaces complémentaires en cas de forte pluie ou de manque d'herbe. Ce qui est primordial, en fait, et nous, tous les systèmes où ça marche bien, c'est qu'il y ait une très bonne communication entre le viticulteur et l'éleveur. Donc, la charte vitipastorale qu'on a proposée, c'est vraiment un guide de bonne conduite pour les différents partenaires. Donc, Garance vous l'a dit, historiquement, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'échange monétaire. Alors, je vais vous dire, c'était peut-être une très, très bonne idée. Donc, j'ai vu qu'il y avait Ewen dans les participants. Donc, Ewen, ça a été notre stagiaire dans Brebilink, dans Interagis Plus, qui a interrogé les agriculteurs, et on s'est rendu compte que quand on ne fait pas de pâturage additionnel, qu'on ne collabore pas avec son voisin, en fait, on a peur de se lancer, on se dit... Le contrat, c'est bien, ça va me sécuriser. Bon, en fait, chez ceux qui pratiquent, il n'y a quasi jamais de contrat formalisé par écrit. Il y a un petit peu de formalisation orale et en fait, dans un cas sur deux, on rentre dans la parcelle, on discute et tout et c'est terminé. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans presque la moitié des cas, il y a des échanges, soit financiers, soit des échanges en nature et qui sont quasi systématiquement toujours de l'éleveur vers le détenteur de la surface. Et ça, même s'il n'y a rien d'écrit, ça peut représenter un risque juridique. Donc, dans le cadre d'Interagis Plus, Sylvain, si tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Voilà, on a travaillé avec des juristes, parce que c'est ce qui nous manquait dans Brebilink, et c'est très complexe, il faut des spécialistes pour essayer de voir quels seraient les contrats les moins risqués. C'est-à-dire qu'on s'engage et qu'on ne risque pas, soit quand on est
fermier de sa surface de se retrouver avec une sous-location prohibée, c'est-à-dire que vous perdez votre bail, le propriétaire du terrain récupère son terrain, soit il peut y avoir, en cas de désaccord, la requalification de la pratique en bail rural au bénéfice de l'éleveur. Donc, voilà. Donc, pour éviter tous les risques, la gratuité du partenariat, c'est une très, très bonne chose à faire. Et donc, ça permet de ne pas courir de risques et surtout d'avoir un partenariat qui est déjà gagnant-gagnant et où l'échange monétaire ou l'échange en nature, en fait, n'a pas besoin d'être présent pour que tout le monde y trouve des bénéfices réciproques. Voilà, c'est vraiment le message. Donc là, le guide juridique d'Interagis+ est quasi sorti. Donc voilà, on vous le mettra rapidement à disposition. Mais c'est vraiment le message qu'il faut garder en tête. Éviter les échanges pécuniaires, ça permet de limiter les risques. Maintenant qu'on a vu la partie plutôt partenariat dans le cas de figure d'un éleveur et d'un agriculteur, on va poursuivre avec la partie plutôt mise en place d'un atelier. Geoffrey ? Pardon, le micro. Donc oui, donc il y a, dans le cadre du projet DEPASS, il y a eu cette fiche qui a été réalisée. Donc alors c'est pas simplement une fiche, c'est un guide qui est très complet, qui a été réalisé par Anne-Laure Dossin, là, qui est ici aujourd'hui. Donc alors on est ici, on n'est pas sur un échange entre deux agriculteurs, on est vraiment sur, au sein d'une même exploitation, l'introduction d'un atelier de volaille avec ou sans commercialisation sur les parcelles de verger, avec donc il y a un peu les résultats des essais qu'on vous a présentés aujourd'hui sur la partie volaille, et il y a en fait tout ce qui est pratique, quel type de cabane on peut y installer, les rotations, la protection contre la prédation, les mesures de biosécurité, le bien-être animal. Enfin voilà, c'est un guide très complet, donc c'est un peu voilà, la bible du projet DEPASS sur la partie association volaille-verger. Merci. Donc, on en a fini là, dans le balayage un peu de la partie plutôt concrètement comment on met ça en place. On n'est pas forcément rentré dans les détails parce qu'on n'en avait pas l'occasion, mais effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi vous inviter à aller vous plonger un peu dans l'ensemble un peu de ces livrables et de ces données qui sont, je vous le rappelle, dès à présent et depuis déjà quelques temps, disponibles. Je lance un petit sondage là pour avoir une idée un peu parmi les participants, quel était un peu le niveau de connaissance de ces projets dont on vient de parler. A few inches later. Alors, du coup, il faut cliquer sur le sondage pour voir les résultats. Et si je le dis bien, il y a quasiment la moitié des personnes qui connaissaient déjà BrebisLink, 26 personnes Vitipasto et 12% DEPASS, et 16% ne connaissaient aucun de ces projets. Et aviez-vous consulté ou utilisé les livrables de ces projets? Et là, on est quasiment à 60% oui. Et puis du coup, ça vient de changer. Donc 55% oui et 45% non. Donc à peu près moitié-moitié. Merci. Donc, nouveau sur les questions, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai cru voir passer une question sur les agneaux, enfin les brebis suitées et le fait qu'il fallait effectivement pouvoir gérer ce problème-là. Effectivement, il y a Fabrice Roche de Bio Nouvelle-Aquitaine qui demandait en pâture en vigne, les brebis sont souvent suitées et comment ça se passe avec les agneaux et pour la lactation? Alors nous, dans BrebisLink, on n'avait pas de brebis suitées à l'époque où elles pâturaient dans les vignes. Est-ce que vous, Garance Sur Pasto Vigne, je n'ai pas participé directement au projet, mais effectivement, une des conclusions, c'était que ce type de surface, en tout cas dans le cas de systèmes pastoraux, répondait tout à fait aux besoins de brebis en lactation. On le voyait tout à l'heure sur le calendrier pastoral, le profil pastoral que présentait Garance, hein. Il y avait une petite courbe jaune qui présentait les agnelages et effectivement qui suivait assez nettement les périodes d'utilisation des vignes. Mais voilà, c'est dans le cadre de systèmes pastoraux, effectivement, avec
des niveaux de productivité correspondant au type de ressources utilisées. Et il y a aussi la possibilité d'aménager d'où l'intérêt d'avoir des parcelles complémentaires à côté, hein, mais si on doit organiser effectivement une complémentation plus particulière avec des nourrisseurs pour les agneaux, etc., il s'agit effectivement d'introduire ces râteliers ou ces nourrisseurs à part des vignes. Bon, après, c'est des généralités, c'est à voir au cas par cas, effectivement, en fonction des objectifs de production. Merci. Donc, on s'approche de la fin de ce webinaire. On va essayer d'en tirer, de faire une sorte de conclusion, même si ce n'est pas une vraie conclusion dans la mesure où c'est un webinaire de lancement du projet. Donc, premier élément, hein, effectivement, c'est ce qui justifie le lancement des projets et la tenue des projets dont on vous a parlé, mais aussi d'autres projets qui sont encore en cours et qui se lancent un peu partout au niveau du territoire national. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ces pratiques-là de reconnexion des productions végétales spécialisées et de l'élevage, c'est quelque chose qui pose question. On le voit dans de nombreux contextes de production et dans de nombreux contextes agricoles au travers du territoire national. En témoigne un peu le large partenariat qui s'est réuni autour du projet ESPER, ou encore la diversité géographique, en tout cas, des inscrits au webinaire d'aujourd'hui. On l'a vu, hein, aujourd'hui, il y a quelques éléments qui nous ont permis d'aborder un peu les services, les véritables services qui pouvaient se présenter à la clé de la mise en œuvre de ces pratiques, à la fois pour les productions végétales, mais aussi pour les éleveurs, avec des véritables ressources intéressantes à venir mobiliser. Mais effectivement, l'atteinte de ces objectifs pour les différentes parties du partenariat ou pour l'éleveur, enfin l'agriculteur qui met en place un nouvel atelier, sont atteignables, ces objectifs, sous condition. Hein. On l'a vu aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de thématiques, au-delà des thématiques un peu classiques, techniques, des questions techniques qu'on se pose au départ, qui doivent être examinées. Et notamment, dans le cadre du partenariat, hein, le contexte local va jouer fortement. On l'a vu aujourd'hui, hein, on a des secteurs sur lesquels la pratique est traditionnelle, éprouvée et mise en place depuis de longues décennies, comme ça peut être le cas du contexte sud-est, avec le vitipastoralisme. Et on a d'autres contextes où effectivement la pratique va être très innovante et pas tellement mise en œuvre jusqu'à présent. Et la question même de la présence des éleveurs dans un même territoire que la production végétale va se poser. On l'a vu aujourd'hui, on a essayé de vous sensibiliser à ces aspects-là. Les questions, même si c'est peut-être celles-là qui apparaissent en premier lieu, ne sont pas seulement techniques en termes de risques et de bénéfices pour soit les cultures, soit l'élevage, mais il y a effectivement de nombreuses implications, parce qu'effectivement on est en face de métiers qui ne sont pas tout à fait les mêmes, confrontés à des règles assez différentes. Et donc dès lors que quelqu'un qui est en production végétale va se poser la question de travailler avec des animaux d'élevage, il va devoir régler soit lui-même, soit via son partenaire, des questionnements liés à de la réglementation, à du bien-être animal, à de la biosécurité. Et tout ça, Garance nous l'a bien répété, c'est vraiment la communication et le relationnel entre les partenaires, c'est une des grandes clés de réussite de la mise en place de ces pratiques-là. Dans le cadre du partenariat. On a ouvert un peu aujourd'hui la discussion sur le fait que dans certains cas, dans certains contextes, il serait peut-être nécessaire de changer d'échelle et de travailler à l'échelle d'un territoire si on veut que la pratique se mette en place et se développe. Et ça, on l'a vu aussi, ça pose d'autres soucis et c'est des projets d'une toute autre ambition. Et c'était aussi l'objet du webinaire d'aujourd'hui, hein, mais apparemment, vu les sondages, pour la plupart, vous étiez quand même déjà au courant, hein, c'est qu'il existe déjà
de nombreux outils, de nombreuses références. Voilà, les résultats du travail des collègues sont aujourd'hui riches d'enseignements et déjà disponibles. Donc, on vous invite effectivement à les consulter ou les reconsulter. En attendant la suite, sachant qu'effectivement, on répète un petit peu les choses, mais une des ambitions du projet ESPER, c'est de créer ce fameux espace ressources sur Geco qui aura pour ambition et pour objectif de rassembler à la fois les nouvelles du projet ESPER sous forme de fiches témoignages, de podcasts, de vidéos, mais aussi de remettre autant que possible disponible à disponibilité dans un même endroit, les nombreuses ressources existantes pour que vous puissiez de façon simplifiée et plus évidente remobiliser les nombreux supports à votre disposition. Vous lancer un dernier petit sondage juste pour information. Nous souhaiterions, dans le cadre du projet, savoir effectivement si vous connaissez ou si vous utilisez la plateforme Geco. On vous laisse quelques minutes pour répondre. Donc en visuel, je vous ai mis l'interface Geco, notamment sur l'espace dédié existant sur l'adaptation au changement climatique. Voilà, avec quelque chose d'assez sympa, coloré et assez intuitif pour naviguer dans tous les contenus mis à disposition dans le cadre de Geco, avec, une fois qu'on a navigué, l'arrivée sur une fiche un peu synthétique dans laquelle on va avoir des liens qui renvoient au final sur tous les livrables, tous les documents, les vidéos disponibles liés à cette thématique. Donc, je ne garantis pas que ça ressemble à ça au final, mais c'est un peu l'idée de cet espace ressources. A few inches later. Du coup, on a une trentaine de réponses là actuellement sur le sondage et je pense que les résultats sont assez... Même s'il y a quelques autres réponses, ça ne changera pas le résultat. Donc, on a à peu près 10% des répondants qui sont utilisateurs de la plateforme et les 90 autres pourcents n'en sont pas utilisateurs. Voilà. D'accord. Bon, mais il va falloir travailler là-dessus aussi. Très bien. Je profite du webinaire pour transférer aussi cette info juste avant d'en terminer. Dans le cadre du projet ESPER, on a lancé une enquête nationale pour faire le point un peu sur les pratiques et les besoins en termes d'informations, de données, etc., qui vous semblent importantes pour développer la pratique. Je vous mets le lien dans la conversation. N'hésitez pas à le copier et à le diffuser. On a déjà un peu plus d'une centaine de réponses à cette enquête un peu partout en France, hein, comme vous pouvez voir sur la carte. Mais effectivement, plus on aura de retours, plus ça sera, je pense, riche d'enseignements pour ensuite proposer quelque chose de plus pertinent dans le cadre du projet ESPER. Voilà. Donc, je vais remercier tous les intervenants, les participants. Vous remercier aussi, vous qui avez suivi le webinaire jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à revenir, là on a vos mails suite à l'inscription, on vous tiendra au courant de l'avancée du projet et des différents événements et sorties qui seront liés à ce projet-là. Mélanie, tu veux peut-être dire le mot de la fin ? Pour le mot de la fin, déjà, je voulais te remercier, Sylvain, pour l'organisation de ce webinaire et remercier tous les participants pour leur présence et leurs questions. Et j'espère les retrouver lors d'autres webinaires et qu'ils auront l'occasion de répondre à l'enquête et de consulter l'ensemble des livrables qu'on pourra produire et qui leur seront utiles. Voilà, merci à tous.